Tous et bienvenue dans ce webinaire IA et durabilité, quels enjeux pour demain? On va démarrer dans une petite minute parce que vous êtes très nombreux à vous être inscrits, donc le temps que tout le monde arrive. Et puis on démarrera. Alors vous avez un onglet de chat donc vous pouvez utiliser ce panneau pour poser toutes les questions à nos intervenants qui y répondront bien évidemment soit au fil de la présentation, soit à la fin. Si vous rencontrez des difficultés d'image ou de son, vous pouvez rafraîchir la page, ou sinon vous pouvez vous reconnecter avec le navigateur Chrome. Ça devrait peut-être mieux fonctionner. Donc voilà, on va démarrer dans une petite minute. Vous aurez, c'est souvent la question qui nous est posée, la présentation vous sera envoyée et le replay sera disponible puisque ce webinaire est enregistré et il est systématiquement envoyé à toutes les personnes qui se sont inscrites, que vous participiez ou non à l'instant T. Le nombre de participants augmente petit à petit. On attend une toute petite minute et puis on va commencer en se présentant. Ça nous fera gagner encore quelques petites minutes le temps que tout le monde arrive. On voit que c'est un sujet qui intéresse, puisque vous étiez vraiment très nombreux à vous inscrire. Et merci beaucoup à vous. On va démarrer. Donc, je suis Stéphanie Hamon, je suis responsable développement durable et RSE chez BPI France. Et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui nos deux intervenants, qui sont Fatima Zareba, cofondatrice d'entreprises engagées, et Jean-Philippe Clerc, directeur offre marketing et communication d'ASI. Ils se présenteront dans quelques secondes. Je suis vraiment ravie, encore une fois, de pouvoir réaliser ce webinaire avec notre partenaire de longue date, entreprise engagée, ainsi que ASI, notre expert de ce jour. Donc, comme vous le savez, BPI France, c'est la banque du climat. Donc, on s'engage fermement en faveur de la durabilité, et ce, voilà, quelle que soit la taille de l'entreprise. C'est d'ailleurs un principe qui est inscrit dans notre loi de création. Et notre démarche de responsabilité sociétale ne se limite pas aux enjeux environnementaux, mais englobe également des aspects sociaux et sociétaux. Et aujourd'hui, on va explorer comment l'intelligence artificielle, qu'on connaît aussi sous l'acronyme d'IA, peut être une opportunité, et ça, c'est indéniable, je pense que tout le monde le reconnaît, mais il est crucial de l'utiliser de manière responsable pour éviter des dérives potentielles que nos intervenants détailleront au cours de ce webinaire. Et je suis vraiment ravie de pouvoir le faire aujourd'hui parce qu'en fait, on n'a pas seulement regardé que l'aspect environnemental, puisque ça, c'est souvent ce qui est mis en avant, mais Jean-Philippe mettra également des warnings sur tous les aspects sociaux et sociétaux. Et ça, c'est un sujet que l'on aborde beaucoup moins, alors qu'il est vraiment essentiel. Et Jean-Philippe, tu nous présentera les dérives potentielles avec des exemples concrets. Donc, merci à tous. Merci d'être présents à ce webinaire. Et je laisse la place maintenant à Fatima et Jean-Philippe. Merci à vous. Merci, bonjour, bonjour à tous. Écoutez, j'ai reconnu quelques noms passés dans le chat, donc je salue tout le monde et je remercie Stéphanie pour cette introduction. Donc moi, je suis Fatima Zaraba, cofondatrice et co-dirigeante d'entreprise engagée, qui est un cabinet de conseil en RSE. Alors, on a pour objectif d'accompagner les entreprises dans leur démarche RSE sur plusieurs sujets et effectivement, l'intelligence artificielle, c'est un sujet hyper important dans les pratiques des entreprises. Au-delà des entreprises, c'est une pratique aussi qu'il faut qu'on ait en tête en tant qu'individu. Et donc, effectivement, l'aspect social, sociétal est très important. Je vais pas trop m'attarder sur la présentation d'entreprises engagées.
Si vous avez envie d'en savoir plus sur nous, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn et bien entendu, je salue, BPI France, avec lesquels on est partenaire depuis, quelques années maintenant, pour, justement éclairer, les entreprises, les bonnes pratiques, et partager effectivement un maximum d'infos, sur, nos sujets, d'engagement. Et je laisse la main à Jean-Philippe, qui va se présenter et parler un peu plus de lui et d'ASI. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup, Stéphanie, en tout cas, de l'opportunité de pouvoir être à vos côtés ce matin. Merci Fatima, avec laquelle on va aussi finalement co-animer ce qui va suivre. Donc, je suis Jean-Philippe Clerc, j'ai en charge les offres, le marketing, la communication et aussi fortement contributeur des activités ESG du groupe ASI. Alors, ASI est une entreprise française spécialisée dans l'univers de la technologie et du conseil, avec trois particularités très forte. La première, c'est une entreprise à mission. Et je crois que ça dénote aussi un élément très important dans la dimension d'engagement, à la fois auprès de nos équipes, de nos clients, et puis plus globalement de l'ensemble de nos parties prenantes. C'est une entreprise très engagée d'un point de vue ESG. Hein, vous le noterez, on a la chance d'être aujourd'hui Gold EcoVadis. C'était quelque chose qui nous anime fortement tous les jours en termes d'action et d'éléments mis en œuvre. Et dernier point, on a aussi souhaité transformer tout cela au travers d'une démarche qui nous est propre, qui s'appelle la démarche impact, avec une conviction forte, c'est que dans notre univers du numérique, ce qui est important, c'est de comprendre finalement l'impact des projets sur l'ensemble de nos parties prenantes. Et donc, on souhaite, pour l'ensemble des réalisations que l'on propose, de pouvoir dès le début, la phase de conception, réfléchir finalement à l'ensemble et la pluralité des impacts de ces dispositifs numériques pour s'assurer que ce soit quelque chose qui transforme et qui transforme durablement l'usage pour l'ensemble de nos clients. Allez, je ferme vite la parenthèse parce que voilà, l'objectif va être de parler d'IA et de durabilité. Et puis, en tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Si vous me permettez juste, et puis un petit peu sous forme de clin d'œil par rapport à la thématique de ce matin. Alors, on ne voit pas grand-chose, mais finalement, ce n'est pas tant le texte que l'approche qui était intéressante. C'était de dire que voilà, pendant des années, on a tous beaucoup utilisé Google pour scanner les interlocuteurs qu'on allait rencontrer. Aujourd'hui, les pratiques sont en train de changer parce qu'on fait un petit peu moins de Google et on fait de plus en plus d'outils d'IA et d'IA générative en particulier. Et c'était juste, voilà, volontairement un petit peu taquin ce matin, c'est ce que ChatGPT dans sa version 4.5 propose quand, voilà, de manière très, très auto-centrée, j'ai voulu me présenter et donc j'ai juste demandé à ChatGPT de faire une petite synthèse. Et en fait, ce qui change très, très fortement par rapport à Google, et c'est là qu'on voit d'ores et déjà l'impact des outils d'IA génératifs, c'est que là où Google, finalement, nous remonte une liste de liens par rapport à un nom, une entreprise, une thématique, l'IA générative, finalement, construit et génère un certain nombre de contenus de plus en plus structurés, et plutôt bien structurés par rapport aux requêtes, de manière à pouvoir apporter une vision 360. Et donc, c'est ça aussi un élément, je trouve, extrêmement marquant de l'IA générative, c'est un changement de posture très fort sur la manière d'accéder et de consulter le contenu, ce qui explique aussi, je pense en partie, une migration des usages de plus en plus forte entre l'approche Google de recherche et l'usage des outils type ChatGPT ou Perplexity pour rechercher. Mais allez, rentrons dans le vif du sujet et juste volontairement, on s'aperçoit qu'il y a évidemment tous un effet waouh. Je pense que toutes et tous, quand on utilise ChatGPT, on s'aperçoit que c'est quand même relativement bluffant en termes de résultats. Mais on souhaitait, au démarrage, avant de rentrer dans cette notion de durabilité, vous repartager quelques convictions sur l'IA générative. Qu'est-ce que c'est pour de vrai ? Alors, premier point, vous savez, il y a une métrique qui est très, très intéressante dans l'univers de la tech, c'est la durée qui a été nécessaire pour attirer 1 million d'utilisateurs. C'est voilà, souvent considéré comme l'élément de mesure de la capacité de propagation et entre guillemets, de marketing et d'accélération de l'usage des différentes solutions et plateformes qui sont proposées. Et donc, on ne va pas rentrer nécessairement dans le détail, mais pour faire juste quelques focus. Netflix a mis 3 ans et demi pour rencontrer 1 million d'utilisateurs. Déjà, à l'époque, on trouvait ça très impressionnant. Facebook, 10 mois, et Dieu sait qu'on a parlé de la puissance et de la force de Facebook dans son déploiement pour atteindre 1 million d'utilisateurs. Instagram, on voyait déjà qu'on était sur des ruptures extrêmement fortes, puisqu'on était à un peu plus de 2 mois et demi. Et ChatGPT, et c'est là vraiment quelque chose qui est, je pense, extrêmement structurant dans la compréhension aujourd'hui de l'usage, c'est que, en fait, la solution a mis 5 jours
pour attirer 1 million d'utilisateurs. Donc on s'aperçoit qu'on a complètement fait voler en éclats la vitesse de propagation et que quasiment du jour au lendemain, cette technologie a trouvé une population utilisatrice extrêmement forte et donc des usages qui se sont popularisés et accélérés de plus en plus. Ce que l'on souhaiterait aussi, c'est mettre en avant, au-delà de l'effet waouh et l'effet mode de ChatGPT, parce qu'évidemment, tout le monde en parle, mais ce qui est aussi extrêmement important à vous partager ce matin, c'est l'impact sur le périmètre des entreprises et des organisations. Alors, petit clin d'œil, Stéphanie, je vous conseille une étude extrêmement intéressante qui a été publiée la semaine dernière, je crois, par BPI sur l'usage et l'impact de l'IA générative dans le monde des PME et ETI. Et donc, 3 chiffres pour illustrer vraiment cette percussion et cette accélération. Donc, si on fait une photographie, à dire début 2025, aujourd'hui, on considère que 32% des entreprises de taille moyenne sont utilisatrices de l'IA générative. Donc, on voit une évolution par rapport à l'étude 2024 déjà extrêmement forte. Mais le chiffre aussi, qui est là très, très signifiant, quasiment 60% des dirigeants de ces mêmes entreprises considèrent que l'IA, de toute façon, est un passage obligé et eux considèrent même comme un enjeu de survie à moyen terme. Ça veut dire que de plus en plus de dirigeants, aujourd'hui, ont conscience que de toute façon, il va falloir, d'une manière ou d'une autre, intégrer cette approche de l'IA générative dans leur manière et leurs activités, au sens large. Et enfin, 43% de ces mêmes dirigeants déclarent avoir adopté une stratégie IA. Alors, on ne va pas rentrer forcément ce matin dans les détails de qu'est-ce qu'une stratégie IA. Je pense que voilà, ce sera peut-être l'occasion d'un nouveau séminaire, mais en tout cas, ça démontre qu'aujourd'hui, 1 sur 2 considère qu'il a déjà mis en place un certain nombre d'actions. OK, donc ça veut dire... Justement, Philippe, quel est l'impact réel sur l'environnement et les usages qui découlent de cette étude ? Alors, sur l'impact environnemental, on va en parler juste après parce que voilà, il y a des chiffres qui peuvent, en tout cas de prime abord, faire vraiment peur hein, sur l'accélération. Sur les usages, c'est qu'aujourd'hui, tous les métiers, et ça, je pense que c'est aussi un point très fort, c'est que tous les métiers sont impactés de manière plus ou moins importante. Mais on vous donnera juste un exemple dans quelques planches dans le métier qui m'est propre autour du marketing. Aujourd'hui, en 2 ans, on a dû complètement réinventer notre manière de faire du marketing. Et quand on discute autour de nous dans les métiers des ressources humaines, de la finance, de l'industrie, il n'y a pas aujourd'hui une activité qui n'est pas d'une manière ou d'une autre impactée par ce type de technologie. Juste si tu me permets, Fatima, deux petits focus. Le premier en haut à droite, finalement, l'IA générative, on l'utilise pour faire quoi? Et ça, c'est un point important. Donc, vous voyez quasiment 70% pour produire du contenu écrit. Alors, petit clin d'œil, hein. Aujourd'hui, on considère que sur du LinkedIn, on a plus de 60% du contenu produit par de l'IA générative et entre 50 et 60% des commentaires qui sont aussi produits ou motorisés par l'IA générative. Donc, on vient même parfois un petit peu à des formes d'aberration en étant volontairement provoque, où c'est l'IA générative, où on produit du contenu avec une réponse automatisée. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord à cœur en permanence. Mais pour autant, voilà, c'est vraiment un usage extrêmement important. De la recherche, vous voyez, quasiment 60%, c'est de la recherche de contenu. Et on voit aussi une évolution très forte de avant, c'était Google. De plus en plus, ça devient des outils IA génératifs, même si la part reste relativement faible hein, de ces outils au regard de l'usage de Google au niveau mondial. Mais pour autant, l'accélération est très forte. Et enfin, la traduction, parce que c'est vrai qu'ils proposent aujourd'hui des choses très intéressantes en la matière. Petit clin d'œil aussi, c'est l'image en bas à droite, c'est la proportion de l'usage en fonction des tranches d'âge. Ce qu'il faut retenir, c'est que, bon, évidemment, les jeunes populations sont extrêmement consommatrices. Je lisais un chiffre ce matin, c'est plus 74%. Aujourd'hui, c'est 93%. Une étude est sortie hier. 93% des jeunes on va dire, 15 à 25 ans sont utilisateurs de l'IA générative. Donc, ça veut dire que quasiment tous aujourd'hui, dans leur pratique personnelle, voire même scolaire et universitaires, sont utilisateurs. On pourra peut-être en reparler, et vous voyez que toutes les autres tranches d'âge sont impactées avec des répartitions qui sont, on va dire, relativement importantes aussi. Donc, ça veut dire qu'on a à la fois des usages, à la fois des utilisateurs et à la fois voilà, une visibilité et un effet mode extrêmement fort. Donc, c'est vrai que depuis 2 ans et demi, on parle énormément d'IA générative, mais juste un petit point, c'est que l'IA générative n'est que, on va dire, une évolution récente d'une thématique autour de l'IA. Alors, on ne va pas là non plus rentrer dans tous les détails, mais en fait, ayons aussi l'humilité de reconnaître que ça fait depuis les années 50 hein, qu'on parle d'intelligence artificielle, dans laquelle il y a eu évidemment un certain nombre d'évolutions. C'était jusqu'à présent souvent des approches plutôt techniques et technologiques, souvent assez complexes.
à déployer. Et l'évolution majeure, et ce qui explique grandement cette accélération, c'est que c'est devenu extrêmement simple. Pas de formation, on se met devant, on discute, on comprend. Donc voilà, c'est ça aussi qui a vraiment bouleversé la donne jusqu'à présent et renforcé l'accélération. Mais l'IA est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Et en étant volontairement un petit peu provoque, dans IA générative, il y a le mot intelligence. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait challenger, parce que n'oublions pas malgré tout que, quoi qu'on en dise, ça reste avant tout un système mathématique statistique extrêmement élaboré, mais ça reste avant tout un système mathématique statistique. Alors, c'est vrai que quand on parle d'IA générative, on va penser à ChatGPT, donc on se dit finalement c'est relativement simple. On a au milieu le bloc de l'IA, à gauche il y a de la donnée qui est utilisée, ce qu'on appelle des données d'apprentissage, et à droite ça produit du contenu, donc c'est entre guillemets la valeur, ce qui est restitué. Donc d'un point de vue purement utilisateur, finalement ça semble relativement simple. Des données, la machine, le logiciel d'IA générative et la production, la génération de contenu sur la droite. En réalité, et je ne rentrerai pas nécessairement dans le détail, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une chaîne de valeur technologique qui est extrêmement complexe, en amont sur les données d'apprentissage, la qualité de l'ensemble de ces données, dans la manière de processer, à proprement parler, les systèmes d'IA générative. C'est énormément de briques extrêmement complexes, des algorithmes avec des nombres de paramètres qui sont extrêmement importants. Et puis, en termes de génération de valeur, évidemment, sur ce qui est produit, il y a aussi là aussi énormément de briques technologiques qui sont utilisées de manière à avoir le sentiment que le texte produit par ChatGPT est extrêmement bien adapté par rapport à ses besoins. Mais voilà, comprenez, s'il y avait quelque chose à retenir, c'est que ça paraît très simple, mais que technologiquement et techniquement, c'est une chaîne aujourd'hui assez complexe et qui a aussi des impacts, et on le verra, extrêmement forts en matière de durabilité. On s'essaye une petite définition ? Allez, on va essayer de partager en tout cas ce qu'est l'intelligence artificielle générative. On pourra évidemment se challenger autour de ça, mais voilà, un point important, c'est une catégorie de l'intelligence artificielle. Encore une fois, imaginons l'intelligence artificielle, c'est une logique de Pupérus. On a vraiment d'intelligence artificielle et l'IA générative est une des composantes, avec d'autres choses qui gravitent autour. Et alors, j'ai volontairement barré la création. Et ça, c'est un point important parce que une IA générative, comme son nom l'indique, génère du contenu à partir de données d'apprentissage. Et on n'est pas nécessairement sur une création à proprement parler, même si on pourrait aussi challenger un petit peu l'approche. Mais on génère du contenu, que ce soit du contenu évidemment textuel, on voit de plus en plus du contenu musical, des images, de la vidéo. Enfin, on voit aujourd'hui une pluralité de matière qui est contenue, et c'est produit de manière indépendante, le tout basé sur des algorithmes extrêmement complexes d'apprentissage et de manière de mouliner et de transformer les données qui ont été utilisées en apprentissage. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA générative diffère de l'IA classique, parce que l'IA classique, elle, est plutôt focalisée historiquement sur des tâches spécifiques de classification, de prédiction ou de résolution de problèmes, là où l'IA générative est là pour finalement générer du contenu à partir d'une requête qu'on appelle le prompt, ce contenu étant, on va dire, de nature relativement variable. On vous a mis sur la gauche quelques exemples, alors évidemment, OpenAI et ChatGPT. En matière d'image, Midjourney, dont on parle énormément, mais tous les grands acteurs, évidemment, sont sur ce marché. Gemini, côté Google, et Cocorico, puisque on est sur on va dire, quelques jours extrêmement importants avec Vivatech. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, et donc Mistral, côté France et Europe, est aussi un acteur important et de plus en plus important. Justement, Jean-Philippe, cette définition, tu as demandé à ChatGPT de te la trouver? Alors, non, je n'ai pas demandé à ChatGPT de me la trouver. J'ai essayé de la faire par moi-même. Mais par contre, écoute, merci beaucoup de l'occasion de le mentionner. Toutes les illustrations que vous verrez dans ces supports sont des illustrations issues de l'intelligence artificielle générative de deux plateformes principales, la première Midjourney et la seconde Lexica. Et on a aussi souhaité, avec Stéphanie et Fatima, vous partager tous les prompts, donc on va dire les requêtes qui permettent d'aboutir ces images. Donc vous les retrouverez systématiquement en dessous de chacune des illustrations. Pourquoi ? Aussi tout simplement parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a un sujet assez sensible autour de la propriété intellectuelle des contenus générés, avec pas mal de sujets très complexes autour de cela. Et donc, on souhaite en tout cas partager le plus possible sur cette thématique.
Justement, c'est un univers, foisonnant. Comment on s'y retrouve, Alors, dans cet univers? je vais vous faire un aveu, étant assez geek, vous l'aurez compris. J'ai l'impression que c'est Noël tous les jours, avec des cadeaux au pied du sapin, voilà, presque chaque matin, parce que oui, c'est un univers technologique extrêmement foisonnant. Tous les jours arrivent de nouvelles solutions. On a les incontournables et puis de plus en plus de thématiques. On voit apparaître de plus en plus une logique de verticalisation. On y reviendra d'ailleurs parce que ça peut répondre à une des problématiques autour de la durabilité. Et donc, voilà, plutôt industriel, plutôt dans le monde de la construction, de l'architecture, de l'agriculture. Enfin voilà, on voit coexister des approches très transverses ou des approches beaucoup plus verticales. À Vivatech, vous avez en particulier quelques startups françaises d'ailleurs, vraiment bluffantes sur du vertical d'IA générative dédié par exemple aux ressources humaines et aux processus de recrutement. C'est très intéressant leur approche et on y reviendra aussi parce que ça pose d'autres questions en matière de durabilité et puis on va dire, d'intégration des équipes humaines hein, dans les processus. Mais on voit bien coexister cette double approche, donc plutôt du vertical ou du très global, mais énormément d'acteurs. Et voilà, on a l'impression de revenir un petit peu au grand moment du web et des startups où il y avait énormément de création, recréation, fusion, parce que voilà, tout le monde aujourd'hui se lance sur cette thématique. Et est-ce que finalement il y a une différence entre un usage, en entreprise et professionnel et un usage personnel? Puisqu'au niveau de la sphère personnelle, on a aussi des propositions, qui sont faites à travers des applications pour utiliser de l'IA générative et comment est-ce qu'on fait la part des choses aujourd'hui, entre ce qu'une entreprise pourrait adopter et effectivement, ce que chacun en fait, chaque collaborateur, chaque personne pourrait également, adopter pour que ce soit cohérent? Ah, alors ça, c'est un vrai gros sujet. Un point, néanmoins, c'est finalement autour des contenus que l'on partage. Je pense qu'il y avait un sujet finalement un petit peu à la frontière de ces deux problématiques, c'est la nature des contenus que l'on partage. Dans une sphère personnelle, libre à chacun de choisir finalement la matière qu'il soumet à l'outil d'intelligence artificielle générative qu'il souhaite utiliser, en ayant conscience que ces contenus, pour la plupart, peuvent être vus, utilisés, réutilisés pour des processus d'apprentissage. Dans l'univers de l'entreprise, on touche évidemment à des enjeux de sensibilité, de confidentialité, de souveraineté aussi, évidemment, et donc avec des enjeux extrêmement importants de bien choisir les types de contenus et on va dire les outils qui sont utilisés. Et ça, c'est un point sensible, c'est-à-dire qu'on voit encore beaucoup d'usages parfois un petit peu pirates, hein, histoire de mettre les pieds dans le plat, d'un outil comme ChatGPT dans lequel on partage des données sensibles sans qu'on en ait forcément conscience hein, d'ailleurs. Au niveau du collaborateur, mais il faut avoir conscience que ces données, dans la plupart des cas, dès lors que ce n'est pas quelque chose qui est encadré par on va dire, un système d'information d'entreprise, bah, c'est de la donnée qui potentiellement peut être interceptée, réutilisée autrement. Donc, d'où voilà, difficultés et warning en matière de sécurité autour de cela. Merci. Mais juste pour vous repartager un chiffre, il y a quelques jours, là, on avait le témoignage d'un de nos clients, un gros client lyonnais, une grande société d'intérim, mais ce n'est pas Adecco, voilà, qui nous expliquait un petit peu, ils ont déployé de l'IA générative pour l'ensemble de leurs collaborateurs, ils ont 5000 collaborateurs, et en fait, ils expliquaient, ils l'ont ouvert sur tous les usages, aussi bien professionnels que plus personnels, et en fait, ils font aussi de l'analyse des prompts hein, et des usages, ils sont aperçus que 60% des requêtes sont des requêtes plutôt à des fins, on va dire, et des questionnements plus personnels que professionnels. Juste pour vous donner un petit éclairage par rapport à cela. Et j'ai une question là de Karine qui demande si l'IA peut être un vecteur de développement de la finance responsable ou de l'amélioration de la performance ESG des entreprises. Alors, c'est une réponse très personnelle, j'en suis intimement convaincu. J'en suis intimement convaincu parce que c'est peut-être un formidable accélérateur, mais pour que ce soit le cas, il y a un certain nombre de prérequis et d'éléments de préparation, et puis aussi du bon sens. Parce que, bah, même si on va spoiler un petit peu ce qu'on va dire après, mais utiliser des outils d'IA génératifs est beaucoup plus consommateur d'énergie que des outils plus traditionnels. Et on y reviendra parce que la proportion est extrêmement significative. Et attention aussi à ne pas céder aux sirènes du tout IA génératif. C'est-à-dire que quelquefois, parce que c'est la mode, ben, on l'utilise. Et je pense qu'il faut aussi garder parfois un petit peu de recul par rapport à cela. Et que, bon, il y a 2 ans et demi, sans ChatGPT, je veux dire, ça marchait quand même. Hein. Est-ce que voilà, on était moins performant? Bon,
Je laisserai à chacun le choix le soin de répondre. Indéniablement, je pense que des processus ont été accélérés dans le monde de l'entreprise, ça c'est évident, mais pour autant, on arrivait bien à marcher sans. Donc je pense qu'il y a aussi un moment, on va dire un usage raisonné à avoir. Et c'est un client qui me disait finalement, le premier vecteur de durabilité de l'IA, c'est peut-être simplement du bon sens de se dire est-ce que pour cette action ou cette tâche, c'est vraiment un usage qui est absolument nécessaire. Mais on y reviendra. Merci. Alors, dans notre quotidien, là, tu donnes des exemples Oui, alors concrets. on va aller assez rapidement, mais évidemment, on est déjà tous extrêmement utilisatrices et utilisateurs de l'IA et l'IA générative. Bon, ChatGPT, on ne peut pas nécessairement faire un sondage là en live, mais je pense que voilà, la plupart d'entre nous sont utilisateurs, peut-être pas au quotidien, mais très régulièrement. Mais il n'y a pas que ça, hein. Dans nos smartphones, l'IA et l'IA générative est quand même de plus en plus déployée sans qu'on s'en rende véritablement compte, hein. Mais c'est quelque chose qui tourne en continu dans nos machines. Vous avez aujourd'hui beaucoup d'opérateurs, alors soit les grands fabricants de téléphones, soit les fabricants de logiciels qui équipent ces téléphones. Vous avez en particulier Google et Google Lens, vous prenez une photo, il vous fait une recherche à partir de cette photo, il vous donne plus d'informations. Voilà. Et derrière, c'est quand même de l'IA et de l'IA générative. On a évidemment les assistants vocaux qui sont de plus en plus déployés, les voitures électriques et voitures autonomes, hein. Tesla, mais sans rentrer sur le débat de la marque. Néanmoins, voilà, ce sont des véhicules qui utilisent énormément l'IA et un certain nombre de plus en plus de l'IA générative dans les mécaniques d'interaction. Et puis, on a toutes les grandes plateformes de streaming, évidemment, les Disney+, les Prime, les Netflix et autres. Et Netflix, d'ailleurs, qui a annoncé récemment, à partir de 2026, lancer un nouveau système de publicité, mais de publicité générée à la volée. C'est-à-dire qu'en fonction des pratiques, des usages et des visualisations de chaque utilisateur selon les niveaux d'abonnement, ils veulent être capables de produire une publicité à la volée basée à partir d'algorithmes d'intelligence artificielle générative, de manière à être capable de cibler et de personnaliser au plus près des habitudes de consommation et de visualisation. J'ai encore quelques questions dans le chat, Jean-Philippe. Je ne sais pas si tu pourras y répondre. Une question concernant les ressources nécessaires en interne en entreprise pour commencer à travailler avec de l'IA. Donc, ressources est entendu, compétences, profils, matériel. Bon, tu l'as vécu dans ta précédente expérience pour la mise en place justement d'un accompagnement pour les collaborateurs et l'acculturation de ce sujet. Par quelle brique il faut commencer en termes de Alors, ressources? je pense que le point de départ, c'est ce qui est important, c'est d'ouvrir les chakras sur les usages. Alors, après, on peut utiliser le terme d'acculturation, formation, d'explication, mais là aussi en ayant souvent la réalité que la plupart de nos équipes sont déjà utilisateurs au quotidien dans la sphère personnelle. Donc l'IA générative, globalement, aujourd'hui, tout le monde y est exposé, la plupart l'utilisent de manière plus ou moins importante, donc on sait et on l'utilise. Donc la grande question, c'est finalement redéfinir quelques grands cas d'usage qui permettent de gagner du temps et de l'efficacité dans l'entreprise, identifier comme ça quelques thématiques, faire des petits projets en pas rapide. L'IA démontre, et l'IA générative démontre qu'il faut être capable d'aller vite, donc ça veut dire plutôt raisonner en task force, c'est-à-dire que avoir un raisonnement à 6 mois, 1 an, c'est important pour donner un cap, mais pour autant, il faut être capable de délivrer rapidement. Si je prends maintenant une casquette plutôt de praticien, aujourd'hui, le vécu, c'est que moi, quand je travaille avec des clients sur ces sujets, on est dans des rythmes, on va dire, tous les 3 semaines ou 1 mois, on est capable de proposer un nouveau service qui répond à un besoin métier. Et c'est en fait la succession de cette capacité de petits pas rapides qui permet d'assurer un déploiement dans une cohérence d'ensemble et de règles qui ont été définies. Et justement, c'est pas forcément de grandes équipes. C'est-à-dire que oui. même dans des entreprises de taille importante, l'entreprise dont je vous parlais tout à l'heure, l'équipe IA, c'est 3 personnes. Pas forcément des équipes pléthoriques qui sont nécessaires pour réussir ces projets. Et c'est quand même un sujet très, très transverse dans l'entreprise, avec une approche finalement aussi transverse que devrait l'être une stratégie RSE. C'est exactement ça. Et le côté génial de l'IA générative, c'est que, en fait, c'est évidemment un sujet technologique et technique, parce que ça repose là-dessus, mais par contre, c'est un formidable sujet métier. C'est-à-dire que c'est extraordinaire de se dire, finalement, comment je peux simplifier, accélérer, transformer pour plus d'efficacité, dire des activités métiers. Et encore une fois, ne rentrons pas dans le débat de ça va supprimer les jobs, etc. Ça, c'est un autre sujet. On va peut-être en reparler un peu plus tard. Mais
Justement, Jean-Philippe, quels sont les risques pour l'entreprise aujourd'hui que les dirigeants aient conscience que c'est hyper important et qu'il faut y aller, etc. Je pense que ça, c'est la première étape. Mais ensuite, concrètement, quels sont les risques pour les entreprises aujourd'hui et en termes de sécurité, de confidentialité, de fuite peut-être d'informations confidentielles. Il y a une question là de Stéphane sur est-ce qu'il existe des moteurs IA qui permettraient justement de préserver la confidentialité. Il dit que il aimerait beaucoup avoir un outil où il n'est pas contraint de faire confiance à des éditeurs qui leur laisseraient l'écoute de réunions potentiellement confidentielles. Alors, on pourrait en parler des heures, et puis je crains qu'on ne puisse pas aborder la suite des sujets. Mais rapidement, par rapport à ta question sur le risque, en étant volontairement provoque, je pense que le premier risque, c'est de penser que l'IA, ça ne concerne pas son entreprise. Et là, je pense profondément que c'est le premier risque, c'est de passer à côté ou de considérer que c'est accessoire par rapport à son métier. Et là, je pense que c'est encore aujourd'hui un risque fort d'un certain nombre de dirigeants. Pour en discuter avec un certain nombre, parce qu'en vrai, ça impacte et que les autres, de toute façon, le prennent, vont plus vite, gagnent en accélération. Donc, on a mécaniquement un risque de décrochage autour de ça. Ensuite, sur la partie souveraineté, par rapport à l'autre question, il existe aujourd'hui beaucoup de réponses. Évidemment, il faut un cadre technique de type direction informatique pour bien définir par rapport à l'organisation, mais il existe ce qu'on appelle des systèmes d'IA open source, il existe des systèmes d'intelligence artificielle qu'on appelle on-premise, c'est-à-dire qui ne sont pas nécessairement connectés sur les réseaux externes pour ne travailler que sur un corpus de contenu interne, sécurisé, sans connexion à l'externe. Donc, il y a vraiment une pluralité de réponses par rapport à cela. Donc, vraiment, en fonction de ses besoins, on a aujourd'hui, désormais, ce n'était pas le cas forcément il y a un an, mais aujourd'hui, on a des réponses satisfaisantes en matière de confidentialité et de souveraineté. D'accord. Et juste peut-être pour terminer, et puis pour passer à la deuxième partie, je voulais juste illustrer, parce que côté market, en fait, on vit un bouleversement, enfin un changement de métier. Moi, je n'ai jamais connu on va dire un changement de métier aussi rapide. En l'espace de 2 ans, la manière d'imaginer les contenus, de les produire, les illustrations, la manière de travailler sur les benchmarks, c'est complètement transformé. Et donc, ça veut dire aussi que il faut que nous, on intègre ça dans nos métiers, sur la compréhension de ce que ça peut faire, comment ça impacte, comment on doit redéfinir un petit peu notre manière de travailler. Et trois exemples. On produit beaucoup de livres blancs, évidemment, dans nos métiers, de manière à partager des convictions. Aujourd'hui, 100% des illustrations de nos livres blancs sont produits par l'IA générative. Voilà, et ça nous fait gagner un temps fou. Aujourd'hui, produire un livre blanc, ça nous prend entre 2 et 3 semaines. Alors, je ne dis pas que le contenu est produit par l'IA génératif. Moi, je n'y crois pas trop à titre personnel. C'est encore déceptif. Donc là, heureusement, l'homme a beaucoup de valeur. Mais néanmoins, pour un certain nombre d'autres tâches, ça automatise. 80% de temps gagné sur la production de landing page, etc. Enfin, vous savez, tout le matériau marketing qu'on produit et qui parfois perd du temps, enfin, où on perd du temps et on se dit finalement la valeur coût, temps passé versus résultat. Aujourd'hui, vous avez les outils de production automatique de code où avant il nous fallait 2 jours, aujourd'hui il faut 1 heure et demie. Et c'est vrai, c'est du vécu. Pour le coup, moi c'est ce que je vis tous les jours en utilisant ces outils. Et puis, là aussi, beaucoup d'humilité, c'est-à-dire qu'on fait aussi des campagnes d'activation par mail ou autres canaux. Et on s'aperçoit que souvent, nos campagnes qui sont challengées avec un outil d'IA génératif, elles sont plus performantes que les campagnes où on a l'impression d'être super fort quand on a rédigé les contenus. Donc ça veut dire que voilà, on a aussi, il y a un effet d'amélioration et voilà, c'est parfois se faire un petit peu mal. Je me fouette un petit peu, mais ayons aussi l'humilité de reconnaître que voilà, même si on a l'impression d'être super fort, l'IA peut aussi challenger et améliorer un petit peu ce que l'on fait. Est-ce que tu as le temps, avant de passer à la suite, de prendre une dernière question sur éventuellement plutôt le secteur de l'industrie? Est-ce que tu sais s'il y a une cartographie des IA génératives utilisées pour ce secteur, des publications, des recherches, une étude? À chaud, et pour répondre rapidement, alors je n'ai le droit qu'à un seul joker, je me permets de le jouer. Non, plus sérieusement, oui, très certainement. Je n'ai pas comme ça à chaud une réponse, mais voilà, si c'est quelque chose qui a de l'importance, voilà, regardons. Et puis écoutez, on sera voilà, je pense qu'on pourra vous envoyer quelques rapidement. Je regarderai un petit peu ce week-end, et puis je pense qu'on saura vous répondre. Laissez vos coordonnées, Fatima, Stéphanie, et puis je suis convaincu qu'on va trouver. Nadine, on revient vers vous avec une réponse sur le sujet. Merci Jean-Philippe. Donc, alors, la grande question. Voilà, on a tous parlé d'IA, et puis je pense que les questions démontrent aussi voilà, la curiosité, les questions, les attentes en la matière. Mais
Ok, c'est génial. Voilà, indéniablement, c'est quelque chose qui transforme C'est profondément. Ok, ça, c'est pas un peu antinomique avec la durabilité, tout ça? bah si, justement, en fait, c'est que je pense que à force, je deviens de plus en plus schizophrène entre voilà, ce côté geek qui est d'accélération et de performance, et pour autant, et vous savez, je vous l'ai dit, chez ICI, on a des notions d'entreprise à mission dans lesquelles il y a des engagements extrêmement forts en numérique responsable, en accessibilité. C'est des choses qui nous animent tous les jours. Et effectivement, ce n'est pas toujours simple de faire coexister les deux. Alors, en fait, premier point, on s'est dit que c'était important de tous repartager cette notion de durabilité. Ça veut dire quoi? C'est quoi en fait la durabilité? Alors, on peut avoir énormément de définitions. Et non, Fatima, je n'ai pas demandé à ChatGPT de me donner cette définition. En fait, j'ai repris la définition de la Commission de Brundtland des Nations Unies en 87, qui a vraiment introduit et déployé au niveau mondial cette notion de durabilité. La durabilité, c'est quoi? C'est la satisfaction des besoins des générations présentes sans compromettre la capacité de nos générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Et je trouve qu'elle est déjà très, très belle et inspirante, cette définition. Et ce que je vous propose, c'est de bien la garder en tête pour ce qui suit et qu'on puisse justement, voilà, à chaque fois essayer de faire un petit peu ce parallèle entre cette notion de durabilité et puis les grands enjeux et challenges auxquels on fait face. Et histoire, parce que tu parlais un petit peu du côté antinomique, alors on va l'être complètement. On vient de parler de durabilité. Et alors, allez, c'est parti pour le premier grand écart. Avez-vous entendu parler, donc ça a été annoncé, publié la semaine dernière, d'abord plutôt sur les médias anglo-saxons et puis plus récemment sur les médias français, en fait, de la décision du laboratoire Moderna. Alors, post-Covid, voilà, je pense qu'on connaît tous Moderna dans le domaine des biotech. En fait, Moderna a annoncé et a pris une décision qui est, je trouve, alors, comment dire, emblématique, mais pas nécessairement au sens positif, je précise, mais quand même emblématique, parce qu'elle fédère et elle plante un drapeau, dans lequel ils ont fait le choix de regrouper, en fait, dans une seule et même direction, les départements ressources humaines traditionnels et le département IT, considérant que l'IA était désormais, en termes de capacité de production à l'échelle de leur organisation, à considérer au même niveau que les équipes humaines. Et que, de fait, ça faisait sens d'avoir une seule et même entité pour piloter les équipes au sens RH et les agents intelligence artificielle, donc dans la logique d'automatisation et d'accélération qu'ils peuvent proposer. On vous a mis le petit lien dans le support pour celles et ceux que ça intéresse. Mais voilà, au regard de ce qu'on vient de dire précédemment, c'était le premier grand écart que je vous proposais parce que c'est quelque chose qui a beaucoup secoué aujourd'hui aux US et puis en Europe, hein, on en parlait énormément, et qui questionne évidemment énormément. Et finalement, est-ce que l'IT pourrait être fusionné avec chacun des métiers de l'entreprise? C'est un peu comme un super assistant pour aller plus vite et pour mieux faire. C'est ce qui est en train d'arriver. Hein. Les agents et toute l'approche agentique IA, donc ces agents autonomes, et pour certains extrêmement autonomes, hein, à base d'intelligence artificielle générative, et la capacité à mettre plusieurs tâches et à être autonome dans la gestion de chacune de ces tâches pour produire un résultat global, ça devient de plus en plus des assistants, voire des super assistants, mais directement connectés au métier. Oui, tout à fait. Et c'est probablement, ça va être la vague là qui va arriver des 18 prochains mois, où énormément de choses sont en train de se préparer en la matière. Après, il y a quand même des choses à faire pour pas qu'il y ait de dérive par rapport à ça. Donc on est d'accord, j'imagine que Moderna va mettre des garde-fous. Alors oui, évidemment. Et puis là aussi, il y a un moment, prenons un petit peu de hauteur. Vous savez, dans cet univers, il y a aussi beaucoup d'effets d'annonce, effets marketing, effets de communication. Donc il faut aussi regarder cette annonce avec ce prisme plutôt voilà, de guerre commerciale, de visibilité, etc. Mais pour autant, voilà, c'est quand même quelque chose qui, je pense, pour en avoir discuté, en tout cas dans certains métiers, commence à interpeller aussi dans la manière d'organiser le fonctionnement global. OK, et donc l'IA serait au service aussi de la durabilité? C'est Oui, alors, un peu la voilà, conclusion qu'il faut avoir? vous savez, parfois, dans ces sujets très à la mode, on va dire, c'est rapide et c'est simple on va dire, d'avoir une approche très binaire du c'est génial ou c'est horrible. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre un petit peu de recul et d'essayer voilà, de prendre un petit peu de mesure sur ce sujet et l'illustrer au travers de différents cas. Alors, vous savez, quand on parle d'IA, AI, en anglais, en fait, il y a deux notions qui coexistent. Il y a AI for Green, c'est l'impact de l'IA
dans cette logique de durabilité. Et il y a le Green for AI, c'est comment on peut essayer d'améliorer finalement la durabilité de l'IA. Alors, premier point, ce que je vous propose, c'est justement l'IA au service de la durabilité. Et ça, c'est quand même le point positif. C'est qu'aujourd'hui, l'IA et l'IA générative offrent vraiment des axes d'amélioration, d'optimisation vraiment éprouvés dans de nombreux secteurs métiers, industriels, mais pas que. Je pense que ça touche vraiment un grand nombre de secteurs, et avec des résultats très concrets, très mesurés. Alors, évidemment, le premier, on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est la gestion et l'optimisation de l'énergie. Donc, à la fois sur des logiques d'outils prédictifs, et puis simplement des outils de gestion temps réel, d'optimisation, en fonction de la pluralité des informations obtenues pour optimiser en permanence. Et on voit vraiment l'impact positif dans la consommation d'énergie des bâtiments, mais pas que des bâtiments, des usines et autres. Et donc là, clairement, en tout cas, cette approche technologique apporte une réponse vraiment satisfaisante aujourd'hui et en constante amélioration dans cette notion de, on va dire, une meilleure consommation et un meilleur rapport à l'usage de l'énergie. Ça, c'est aujourd'hui un aspect positif. Le deuxième, et c'est vrai qu'on n'y pense pas nécessairement, mais l'agriculture, et historiquement déjà, il faut le reconnaître, est une activité qui a toujours été extrêmement à la pointe vis-à-vis de la technologie et de l'IA en particulier, de manière à optimiser en permanence les moments de récolte, d'arrosage, etc. C'est vraiment, ce sont des gens qui sont très connectés au sens positif du terme. Et là aussi, on voit un vrai impact qui d'ailleurs ne date pas forcément depuis simplement 2 ans et demi. Arrêtons aussi de dire que l'IA est née il y a 2 ans et demi, c'est pas vrai, ça fait de nombreuses années. Et si tu me permets, et si vous me permettez, Stéphanie et Fatima, juste une petite anecdote. Il y a une quinzaine d'années, je travaillais au Canada et à l'île du Prince-Édouard. Alors l'île du Prince-Édouard, c'est la plus petite province au nord de Terre-Neuve, donc c'est magnifique, mais un petit peu frais. Et une de leurs principales ressources d'exportation, c'est la pomme de terre. Et en fait, il y a 15 ans, et ils utilisaient déjà les prémices de l'IA au travers de ce qu'ils appelaient, d'ailleurs, c'est très rigolo, les pommes de terre connectées, qui étaient des petits objets connectés dans la terre, de manière à pouvoir piloter et détecter les meilleurs moments, à la fois pour planter quand la terre était propice, et à la fois pour récolter quand les pommes de terre étaient arrivées à un cycle de maturation. Donc voilà, encore une fois, ça fait déjà longtemps que l'IA est utilisée, et encore plus depuis maintenant 2 ans et demi, les process d'IA générative, mais de nombreuses industries, même celles auxquelles on ne pense pas nécessairement, sont aujourd'hui consommatrices avec des résultats très satisfaisants. Et puis, ça fait un peu le lien avec le premier exemple, la conception des bâtiments, évidemment, c'est quelque chose. Les architectes, aujourd'hui, et l'univers de la construction au sens large est un univers qui utilise de plus en plus l'IA et l'IA générative de manière à pouvoir optimiser les phases d'éco-conception, l'éco-énergie, les bâtiments neutres en termes de production énergétique, et aussi pour concevoir et essayer d'optimiser la production, la génération de déchets. Donc ce sont des industries qui se sont appropriées très tôt et qui aujourd'hui sont consommatrices, mais avec un impact positif. Ça, c'est, on va regarder le verre à moitié plein sur cette première approche. Et si on retourne la pièce maintenant, donc on va parler du Green AI. Donc c'est finalement comment on essaye d'imaginer et de concevoir cette IA. Alors on va prendre une traduction basique verte, mais en tout cas plus, on va dire, plus durable dans sa structure même. En fait, c'est un sujet là, avec beaucoup d'humilité, qui est d'une complexité incroyable, parce qu'il nécessite de mobiliser énormément de leviers, en fait, quand on parle d'intelligence artificielle. Déjà, c'est qu'il n'y a pas une IA. Il y a aujourd'hui une multitude, une pluralité de modèles d'intelligence artificielle et d'intelligence artificielle générative. C'est-à-dire que voilà, c'est énormément de personnes parce que créer des startups, etc. Donc, c'est-à-dire que voilà, essayer de rationaliser tout ça, c'est extrêmement complexe. C'est qu'il y a des approches qui sont très différentes selon les besoins, que évidemment se pose la question, vous savez, des modèles, ce qu'on appelle les LLM, qui sont les modèles qui permettent d'avoir cet effet waouh de génération de contenu. Aujourd'hui, un modèle a on va dire quelques centaines de millions, voire des milliards de paramètres pour pouvoir fonctionner, ça devient quand même un petit peu compliqué de trouver des pistes d'optimisation. Donc ça, c'est ne serait-ce que sur la partie logicielle. Ensuite, évidemment, on a la partie infrastructure, serveur, puce. Donc, si vous voulez, la chaîne de valeur en fait, de production autour de l'IA est extrêmement complexe et nécessite de mobiliser en fait, des leviers extrêmement importants qui font que aujourd'hui, alors il y a beaucoup d'initiatives, mais on se frotte vraiment à des difficultés de pouvoir avoir une approche holistique et une réponse globale. Un exemple, les terres rares, parce qu'aujourd'hui l'IA, ça repose sur des puces. Aujourd'hui, quel est le rapport aux terres rares, sachant que, vous savez, on a beaucoup de travaux de recherche passionnants d'ailleurs, et on pourra vous les partager si ça vous intéresse, où on dit de plus en plus, on voit apparaître ce qu'on appelle les murs de l'IA, ou ne serait-ce que d'un point de vue purement de ressources
voilà, des matières premières et de ses propres ressources, on risque d'arriver à certaines limites qui vont être contraignantes pour la production des puces et donc derrière l'impact évidemment sur toutes les chaînes de valeur. Et justement, par rapport à cette chaîne de valeur, est-ce que tous les acteurs s'engagent, ont cette conscience à leur niveau d'avoir un rôle très important en termes de durabilité et d'éthique? Alors, tu veux une réponse selon la version de la police ou des manifestants? Non, en vrai, Ta réponse à toi, parce que non. concrètement, Alors, il y a une réalité, il y a des très gros mastodontes qui tirent un peu le marché, mais concrètement, est-ce que dans cette chaîne de valeur, on a conscience de ça? Et est-ce qu'on tend vers quelque chose de beaucoup plus voilà, durable et respectueux? Alors, que les opérateurs aient conscience de cet enjeu de durabilité, je pense que oui. Que ces grands acteurs, ou moins grands, s'engagent pour de vrai, au-delà des discours marketing et communication qu'on peut trouver à des actions concrètes. Certains, oui, parce que je pense que c'est dans l'ADN et ils sont profondément convaincus, c'est souvent une vision de dirigeant. D'autres, un peu moins, y compris des grands, alors sans forcément les citer, mais un très grand a récemment démantelé sa cellule éthique autour de la gestion de l'IA, alors même qu'il revendique pour autant voilà, quelque chose d'important là-dessus. Donc voilà, il y a beaucoup de discours, en tout cas publics, de prise de conscience et de mobilisation. Dans les faits, vous savez, on dit, voilà, on parle d'amour où il y a des preuves. Bah, effectivement, tout le monde en parle. Les preuves, ça reste encore aujourd'hui très variable. Et alors, néanmoins, on vous a partagé, pour celles et ceux que ça intéresse, en fait, un rapport du Numéum qui date d'octobre dernier, qui est vraiment passionnant sur le sujet. Numéum étant pour nous, en France, dans l'univers de la tech, voilà notre syndicat de référence, notre entité de référence. Je vous invite à le consulter parce qu'il pose le sujet et au moins, ça le mérite de se dire, OK, ça, c'est un sujet d'une complexité forte, mais pour autant, on a tous, d'une manière ou d'une autre, quelques éléments de levier pour pouvoir bouger là-dessus. Allez, on continue quand même quelques chiffres, hein, on en avait parlé, on avait spoilé, mais juste pour illustrer concrètement. Alors, comme tout chiffre, évidemment, dans cet univers, la seule chose que je peux vous garantir, c'est qu'ils sont faux, mais néanmoins, ils donnent des idées, des grandes masses. Alors, le premier, c'est qu'on considère aujourd'hui qu'une requête GPT, bah voilà, ça consomme environ 1 demi-litre d'eau. Voilà. Ayons juste conscience de ça. Alors, c'est du hors-taxe, hein. Ça évolue en fonction des modèles, etc., qui sont utilisés en GPT, mais voilà, en moyenne, on estime que voilà, c'est une donnée qui est à peu près aujourd'hui admise de tous, et que chaque requête en production produit l'équivalent de 4,32 grammes de CO2. Donc, multiplions ça par les centaines de millions d'utilisateurs, on voit tout de suite l'impact réel, d'où la question, et ce que je disais tout à l'heure, par moment, posons-nous quand même la question de dire est-ce que mon usage est vraiment un usage nécessaire ou, entre guillemets, je le fais parce que voilà, quoi, sans besoin réel autour de ça. Justement, une requête ChatGPT pour une question qu'on pourrait poser à Google, c'est pas du tout la même chose en termes d'impact. Est-ce que tu peux nous dire la VS 500 ml d'eau VS une requête Google? Selon les études, le ratio est entre 3 et 5. C'est-à-dire qu'une requête de plateforme IA générative est 3 à 5 fois plus gourmande qu'une requête Google classique, si j'ose dire. Mais là aussi, les choses sont en train de bouger. Je pense que vous avez vu depuis quelques mois, évidemment, Google étant attaqué et sentant le vent tourner, bouge très vite là-dessus. Et ils intègrent de l'IA générative dans leur propre modèle Google traditionnel, avec une création de réponses sous forme d'IA générative. Ce n'est pas encore complètement déployé en France ni en Europe, hein, mais en Amérique du Nord, ça commence à être fortement déployé. Donc, ces ratios-là vont aussi bouger parce que voilà, l'acteur historique lui-même, se sentant menacé, se sent obligé d'intégrer cette dimension d'IA générative dans sa propre production de requêtes. OK. On continue quand même quelques illustrations parce que c'est un point important. On parlait de voilà, l'impact CO2 et équivalent eau, mais on a aussi évidemment l'impact énergétique. Hein. Donc voilà, quelques tableaux extrêmement intéressants pour vous montrer. Donc vous avez l'estimation 24 et les prévisions 2030 de la consommation énergétique de ces grands centres de données qui sont nécessaires pour faire fonctionner voilà, les plateformes d'IA générative. Alors, petit clin d'œil aux annonces il y a quelques mois américaines avec leur grand projet de centres mondiaux d'IA générative, je crois que c'est 500 milliards de dollars
ou même plus, je ne sais même plus exactement le chiffre. Enfin, bon, voilà, on n'est plus à quelques milliards près à ce niveau-là. Mais c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, l'IA repose sur des data centers. Et donc, data center, pour fonctionner, il faut de l'énergie. Et donc, évidemment, ça devient un élément extrêmement fort. Aujourd'hui, on considère que ces data centers consomment environ 1,5% de la consommation totale d'électricité dans le monde. Et on envisage un doublement. Et ça, c'est, on va dire, une hypothèse, on va dire, raisonnablement pessimiste. Et donc, on considère même que la pente d'accélération sera probablement plus forte. Donc, juste pour donner un ordre d'idée de l'impact de ces centres de données, donc de ces plateformes d'IA génératives dans la consommation d'énergie mondiale. Donc, c'est assez complexe et aujourd'hui, les data centers, c'est vraiment le sujet en termes d'impact environnemental. Oui, alors c'est peut-être même, entre guillemets, le plus simple, en tout cas le plus facile. Je ne sais pas si le terme est bien approprié, mais entre guillemets, c'est pour ça que beaucoup d'opérateurs, ce qu'on appelle des hyperscalers, donc les grands opérateurs d'hébergement cloud, les 3 grands, et aussi des opérateurs européens, et on en a des beaux, je pense à OVH, travaillent aussi sur ces sujets et travaillent beaucoup aussi sur finalement de l'énergie décarbonée. De plus en plus, de manière à pouvoir en tout cas appréhender la consommation énergétique sous un angle différent et essayer de faire en sorte de pouvoir néanmoins d'ores et déjà optimiser ce qui est possible en matière de consommation énergétique. Parce que ça, ils ont, si j'ose dire, un petit peu la main. Ensuite, l'impact durabilité dans les modèles à proprement parler, donc dans la partie logicielle, ça, c'est dans la main des concepteurs des logiciels. Et donc, c'est aussi plus complexe à pouvoir cranter. OK. Hop. Dernière slide. J'étais revenu sur l'éthique. Ouais. Oui, alors, et tu en parlais, Stéphanie, en introduction. Ça, c'est un sujet alors qui est passionnant dans la manière de le poser parce qu'il nous oblige en fait à faire des pas de côté et à prendre de la hauteur. Le premier sujet, c'est les biais et discriminations. Ça, c'est extrêmement important. C'est que, alors évidemment, tous les opérateurs disent travailler évidemment pour minimiser ces biais et ces notions de discrimination dans les modèles qui sont utilisés par tous les grands, ChatGPT, mais tous les autres, OpenAI et tous les autres. Pour autant, on a quand même encore quelques clichés. Je vous en donne un, si vous voulez tester. Vous allez sur une plateforme d'IA générative de production d'images, mi-journée, pour ne pas la citer, et faites un test pour dire que vous voulez générer une image de réunion de travail en équipe. Donc, il va vous produire énormément de résultats, et vous verrez que dans la plupart des cas, qu'est-ce qu'il vous produit ? Il vous produit en fait une assemblée essentiellement masculine, donc une part féminine extrêmement peu représentée, et dans certains cas, avec une forme de diversité ethnique, mais très particulière, qui est essentiellement black et asiatique. Parce que ça correspond aussi à certaines logiques culturelles. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que en fait, les résultats d'une IA générative sont évidemment le fruit des modèles, qu'on appelle des LLM, mais aussi des données d'apprentissage. Et que de fait, en fonction des données d'apprentissage d'origine et des modèles qui sont dessus, il y a une forme de conditionnement du résultat qui sort. Et il y a récemment, en fait, une illustration qui était extraordinaire d'une carte de chaleur. Donc, vous savez, c'est une carte avec des zones rouges, vertes, bleues, qui montrait un petit peu les grandes zones de données d'apprentissage au niveau mondial en matière d'IA générative. Et en fait, il y avait 2 zones rouges énormes. Vous avez d'un côté l'Asie, clin d'œil, DeepSeek et tous les opérateurs qu'on connaît en Chine principalement, et vous avez l'Amérique du Nord. Ça veut dire quoi ? Ayons tous bien conscience qu'en utilisant ces outils, les données sont des données essentiellement liées à des réalités culturelles, sociologiques, sociales de ces zones géographiques, et que de fait, les modèles utilisés peuvent aussi parfois reprendre des clichés ou des éléments propres à ces données d'apprentissage. Donc gardons toujours aussi ce recul, c'est un point important, ça peut paraître enfoncer une porte ouverte, mais ayons toujours le recul sur ce qui est produit et généré, parce que d'une manière ou d'une autre, quoi qu'on veuille, il peut quand même y avoir des formes de biais qui sont générés. Ça, c'est le premier sujet. Le second, c'est la transparence et l'explicabilité. Je refais un clin d'œil à ce que j'avais dit précédemment. Quand on a plusieurs milliards de paramètres dans des modèles de production d'IA générative, l'explicabilité, ça devient un petit peu compliqué. Et là aussi, un exemple récent. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a eu quelques articles la semaine dernière qui sont sortis sur ce qu'on appelle l'autopréservation de l'IA. Et d'OpenAI en particulier. Des études ont été faites récemment et on dirait que c'est issu d'un film, mais c'est pour de vrai. Et vous avez le lien dans le support. En fait, on a demandé à des IA génératives d'OpenAI de s'arrêter
donc de se débrancher d'une certaine manière après un certain nombre d'actions qui leur ont été demandées. Et en fait, dans un certain nombre de cas, certes minoritaires, donc ne faisons pas une généralité, mais néanmoins, dans un certain nombre de cas, les IA ont développé des méthodes de contournement, y compris le mensonge, pour ne pas s'arrêter et continuer à fonctionner. C'est-à-dire qu'il y a eu en tout cas une mécanique qui a créé en fait une logique de je ne réponds pas à la demande parce que je ne veux pas, entre guillemets, réaliser la demande initiale de l'utilisateur. Alors, ça reste extrêmement minime, parce qu'on considère que c'est quelques cas parmi des centaines qui ont été évalués, mais pour autant, ça existe aujourd'hui et ça a été reproduit un certain nombre de fois. Et alors, les explications sont difficiles, mais il y a une explication quand même qui aujourd'hui tend un petit peu dans le monde de la recherche, c'est que, vous savez, les modèles, on va dire, l'apprentissage des modèles se fait aussi sur les logiques de récompense, c'est-à-dire qu'on récompense les modèles d'un point de vue mathématique en fonction de la qualité des retours. Et donc, il peut y avoir, certains interprètent ça aussi comme une logique finalement liée aux mécaniques de récompense, c'est-à-dire qu'on est récompensé quand on produit un résultat. Donc, si on demande de nous arrêter, il y a une logique de récompense qui n'est pas atteinte et que mécaniquement, le modèle produit des méthodes de contournement. Ça reste évidemment à affiner, mais néanmoins, voilà, ayons cette petite lumière qui s'allume en disant que voilà, ces modèles, aujourd'hui, dans un certain nombre de cas, on n'arrive pas encore complètement à comprendre et décrypter leur mode de fonctionnement qui, d'une certaine manière, devient aussi un petit peu autonome et orthogonal aux demandes. Bon, et puis on a évidemment le respect de la vie privée. Je reviens à ce que tu disais, je vois le temps qui tourne, donc je vais essayer d'aller vite. Je reviens sur ce que tu disais, ce que tu demandais tout à l'heure, Fatima, sur les données. Évidemment, soyons vigilants sur les données qu'on partage. Et là aussi, c'est un sujet extrêmement important sur l'exploitation et l'analyse des données personnelles textuelles, mais aussi de plus en plus vocales, puisque vous savez que c'est de plus en plus… Justement, j'ai une question d'Ulrich sur le sujet. Est-ce qu'il faut préparer des chartes d'utilisation d'IA en entreprise? Oui, clairement oui, sur le bon usage et la gouvernance qui en est fait, oui, clairement. Ça fait partie souvent des premiers pas. On parlait d'ouvrir les chakras et ça fait aussi partie on va dire des droits et des devoirs de l'usage de l'IA. Clairement. Et puis, néanmoins, ayons aussi toujours quand même ce côté optimiste, c'est que on prend le sujet à bras-le-corps en France et on a cette chance-là. Et l'INR, donc l'Institut du numérique responsable, a réalisé un référentiel, donc le RIA 31, qui est passionnant sur les principes d'une IA numérique responsable. C'est-à-dire quels sont les éléments à avoir en tête pour travailler sur des modèles d'IA responsables, alors excusez-moi cet anglicisme by design, ou dans sa conception d'origine, de manière à, en tout cas, avoir tous les points de passage et tous les éléments forts pour y réfléchir. Donc ça, c'est un référentiel qu'une entreprise peut totalement adopter dans le cadre de sa démarche RSE aujourd'hui. Et justement, pour les entreprises, dans cette logique ESG globale, RSE, ça fait partie des éléments, et on a eu l'occasion de travailler ensemble, Fatima, quelques années sur les problématiques EcoVadis et autres. Ça fait partie des éléments à avoir en tête de manière aussi pour inscrire cette évolution et cette accélération technologique dans une démarche responsable plus globale. Oui, c'est une chance d'avoir ce référentiel. Exactement. Alors justement, au niveau réglementaire, l'Europe avance aussi? Alors, l'Europe avance, on a… Ou recule? Je fais un petit clin d'œil sur d'autres sujets. Point de vue, mais bon, on ne va pas rentrer dans le débat de trop de normes, pas assez de normes, etc. Ça, c'est un autre sujet. Mais bon, en tout cas, l'Europe travaille activement sur le sujet, le fameux IA Act. Donc, même si sur d'autres sujets plutôt ESG, je pense à Stop the Clock ou autre, voilà, ça a été peut-être parfois un petit peu amendé à la baisse. Donc, pour autant, l'IA Act, il y a des choses intéressantes. Et voilà, on voulait simplement vous partager ce matin 4 éléments importants de la réglementation européenne en la matière. Déjà, c'est une vision, une réglementation qui est basée sur la notion de risque, c'est-à-dire une logique de classification des systèmes d'IA en fonction de leur niveau de risque et des engagements et des obligations associées en fonction de chacun des niveaux. Donc ça, c'est un point important. Et on parlait de chartes, je pense que c'est important aussi que dès lors qu'on veut rentrer dans une logique d'IA dans une entreprise, il faut s'intéresser à l'IA Act parce que ça a des impacts et que c'est aussi un bon moyen de comprendre comment bien le positionner sur un certain nombre de cas d'usage. Il y a évidemment des interdictions spécifiques sur des usages inacceptables de l'IA aujourd'hui. Donc ça, c'est un point important. Cette notion de transparence, en tout cas d'explicabilité et de compréhension des leviers, et en particulier sur les chatbots et les contenus générés par IA, et ça pose un problème
Voilà, et alors, pour reparler un peu de la problématique de propriété intellectuelle, j'avais travaillé avec la mission parlementaire Pradal-Rimbaud sur ces sujets. Vous savez, c'était quand même parfois assez magique, hein, l'IA, c'est qu'il y a des données soumises à propriété intellectuelle en amont, en apprentissage, ça rentre dans des systèmes d'IA, et ce qui ressort n'est plus soumis à la propriété intellectuelle. Donc ça pose quand même des questions fortes en la matière, et aussi sur le fait d'être prévenu qu'on converse et qu'on interagit avec des robots d'IA générative, parce que leur mécanique de conversation aujourd'hui est de plus en plus bluffante, s'approche de plus en plus à une mécanique de conversation humaine, et donc on se doit, là aussi, hein, c'est une question d'éthique, de pouvoir prévenir qu'on ne discute pas avec un homme, mais avec une machine. Et ça, ce sont des sujets qui sont extrêmement importants. Et puis, pour finalement faire la boucle à ce qu'on disait, c'est la notion d'impact environnemental, mais en tout cas de prise de conscience et de sensibilisation sur l'optimisation et un usage raisonné de l'IA et l'IA générative dans les entreprises et les organisations. Merci Jean-Philippe. On arrive quasiment au terme de ce webinaire avec 12h02. Normalement, on n'est pas trop mal. Voilà. On n'aura pas le temps de faire le petit caout qu'on avait prévu puisqu'on a énormément de questions et j'ai pas pu prendre toutes les questions, mais on va, je pense, conclure avec cette dernière slide sur les convictions partagées sur le sujet, et je te laisse conclure avec un petit résumé. Je ne te ferai pas l'affront de te reposer la question si tu as demandé à l'IA générative de faire cette jolie slide, ou en tout cas les bullet points. On essaie encore un peu, en tout cas, d'avoir des convictions. Et puis, alors, vous savez, au final, ce qui nous différencie, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui est important, parce que voilà, on parle de plein de choses, et puis je vous laisserai peut-être voir ces conclusions, mais à titre personnel, voilà, si maintenant je faisais un pas de côté et puis je vous livrais profondément ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même quelque chose aujourd'hui qui nous sépare. On a l'impression que l'IA est quasiment au niveau de l'homme sur un certain nombre de sujets. En tout cas, des tests mathématiques ont démontré qu'aujourd'hui, ça s'en approchait, en tout cas dans un certain nombre de cas. Par contre, il y a quand même un sujet sur lequel on a encore une différence majeure et qui est fondamentale, c'est l'émotion. C'est l'émotion et c'est l'expérience. Et aujourd'hui, ça reste quelque chose de profondément humain. Et ça fait quand même encore aujourd'hui beaucoup la différence dans les mécaniques intellectuelles, dans les mécaniques professionnelles, donc de manière à pouvoir encore préserver la part de l'homme. Et je suis profondément convaincu que oui, probablement, ça aura un impact sur un certain nombre de métiers, mais comme beaucoup de révolutions industrielles l'ont eu auparavant, l'électricité, le chemin de fer, etc. Enfin, finalement, notre histoire est jalonnée de changements et de structuration et de pivots forts avec des arrivées technologiques et industrielles. Mais pour autant, je pense que ça va aussi amener à des repositionnements passionnants. En tout cas, moi, je suis très excité sur ces sujets parce que ça re-questionne et ça réinterroge les métiers, et je trouve aussi de manière positive. Et pour terminer, voilà, il y a 3 mots: éthique, transparence et régulation, et la notion de confiance. C'est-à-dire que clairement, je pense qu'un des leviers pour pouvoir pérenniser le déploiement de l'usage de l'IA générative dans nos organisations et dans nos vies, ça passera par la confiance qu'on peut avoir dans l'interaction avec la machine, et donc cette notion d'éthique, de transparence et aussi de régulation. Merci beaucoup Jean-Philippe. On arrive au terme de ce webinaire. On a eu énormément de questions. J'ai essayé d'en prendre quelques-unes au fil de l'eau. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir en prendre plus si on veut conclure. Moi, je vais conclure avec un partage personnel qui est de dire effectivement, pour moi, à mon niveau en tant que dirigeante, je vois 2 choses. C'est que quoi qu'il arrive, on n'y coupera pas. Et que l'enjeu qui, pour moi, est vraiment prioritaire, c'est se former, prendre connaissance de ce qui existe, de comment ça fonctionne. Et ça va rejoindre l'autre enjeu fondamental pour moi, qui est l'éducation, parce que ça touche nos enfants directement, qui ont un usage, j'ai envie de dire abusive, entre guillemets, mais voilà, quand on a des ados, on le voit bien. Et ça passe par l'éducation de nos enfants, l'éducation du corps enseignant, de comment finalement le monde va être abordé à travers cet outil. Et puis bien sûr qu'en entreprise, les collaborateurs vont venir avec ce sujet-là, qu'on le veuille ou non. Donc c'est hyper important que ce soit préparé, et qu'on accompagne finalement ces changements qui sont hyper importants au quotidien, de se dire, OK, je fais une requête à ChatGPT, est-ce que je dois la faire? Est-ce que c'est nécessaire que je la fasse? Est-ce que je peux faire autrement? Et puis à côté de ça, est-ce que je peux gagner du temps sur autre chose en utilisant
de l'intelligence artificielle et est-ce que c'est le bon outil, le bon logiciel, est-ce que c'est OK pour mon entreprise, etc., etc. Donc, c'est un vrai sujet de réflexion stratégique. Et puis, personnellement, enfin voilà quoi, hein. Moi, j'ai une fille qui a 15 ans et donc on est en plein dedans, quoi. Donc, c'est un vrai sujet et je pense que là-dessus, on a tous un rôle à jouer à titre personnel, à titre professionnel. Et puis ensuite, malheureusement, on est dans un monde où les politiques sont plutôt pour de la compétitivité à tout va. C'est est-ce que finalement, on a intérêt, nous, à avoir un rôle le plus éthique et transparent possible pour qu'on aille dans le bon sens. Et- Voilà pour ma conclusion. Je te laisse, Stéphanie, peut-être conclure de ton côté. Non, merci à vous. Effectivement, beaucoup de questions. Et ça donne des idées pour un second webinaire sur cette même thématique peut-être pour en discuter un peu plus. Merci beaucoup. Oui. Merci. Puis, Vous me permettez juste un Jean-Philippe, dernier, parce que tu parlais de l'éducation, et je pense que c'est un levier fondamental, l'impact sur l'éducation. Pour celles et ceux que ça intéresse, je vous invite parce qu'il y a maintenant, je crois, 7-8 ans, cet ouvrage, relire l'ouvrage de Michel Serres, donc notre philosophe français passionnant, ouvrage qui s'appelle La Petite Poussette, qui re-questionnait le rapport, c'était plutôt à l'époque Internet, mais finalement c'est encore valable parce que je l'ai relu récemment et je me dis, mais c'était visionnaire, le rapport de l'enseignement et de l'enseignant avec aujourd'hui ces technologies et en quoi ça nécessite de se réinventer globalement et pas de manière, on va dire, facilement manichéenne, comme on l'entend trop souvent aujourd'hui. Oui, tout à fait. Merci pour cette recommandation de lecture qu'on peut emporter avec nous pour cet été. Merci à tous pour votre participation. On vous enverra le replay et puis on essaiera de répondre à quelques questions qu'on a eues dans le chat en privé. N'hésitez pas à nous faire un petit message par mail ou via LinkedIn. On sera ravis d'y répondre. À très bientôt. Bon appétit, bonne journée, bon week-end. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.